Alors, on vous a parlé d'une auteure, Lisa Si, et maintenant je vais vous parler d'un auteur, un auteur chinois cette fois-ci, donc chinois, nationalité chinoise, et c'est Yu Hua. Donc, je vais vous parler du Vendeur de sang, un roman qui a été publié en 1996. Alors, je reviendrai sur le roman parce que j'aimerais d'abord vous présenter un petit peu le personnage. Alors, je suis tombée en faisant mes recherches sur un article que Le Monde avait publié en 2008 pour la sortie du roman Brothers, donc un de ses derniers romans. C'est pas le dernier parce que je sais qu'il en a publié d'autres après, mais c'était pour la sortie du roman Brothers. Et donc, je vous lis la description que je trouve très représentative du personnage. Quand on lui demande s'il se considère comme un intellectuel, il éclate de rire. De manière générale, Hua rit beaucoup. Mais cette question-là semble amuser tout particulièrement le plus célèbre des écrivains chinois contemporains. Et là, c'est Hua qui parle. Tout au plus, je suis un bon ouvrier du roman, mais certainement pas un intellectuel. Donc je trouve ça assez intéressant. Et dans un autre article, vous aviez peut-être quelque Oui, chose. j'avais une question. Est-ce il parle français? Il vit en France pour qu'il soit Non, interviewé par Le Il y Monde? avait pas du tout. Il y avait une interprète, une traductrice. Alors c'est Isabelle Rabu. Isabelle Rabu qui est professeure à l'INALCO, une très bonne professeure et qui a traduit, qui est traductrice, je crois, officielle de Hua. Alors elle n'a pas traduit Le Vendeur de sang, moi dont je vais vous parler, l'édition que j'ai lue en tout cas. Mais en général, c'est elle qui traduit les romans de Hua. Donc non, ce n'était pas en français. Il doit certainement parler quelques mots de français, mais il ne parle pas français couramment. Et dans un autre article publié par Télérama, celui-là qui est beaucoup plus récent, qui date de 2014, le journal compare Hua et Flaubert. Et je trouve cette comparaison assez pertinente parce que tous les deux, en fait, ils ont grandi dans les odeurs de chair malade et de produits désinfectants. Décidément, les thèmes que l'on aborde aujourd'hui, entre les pieds bandés, les petits pains à la chair humaine. Tout à fait, tout à fait. Et là, je vais parler de sang, donc j'espère âme Claude. sensible s'abstenir de m'écouter. Non, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais donc voilà, ils ont tous les deux grandi dans des familles de médecins. Les pères étaient chirurgiens. Et donc chacun a raconté ses souvenirs de petits garçons donc vivant à proximité des cadavres ou des corps en souffrance. Et donc c'était un parallèle assez pertinent. Et, et justement, Hua, il était ravi qu'on fasse ce parallèle parce qu'il a lu Madame Bovary, qui est d'ailleurs l'un de ses romans préférés. Il l'a découvert en 77, donc il avait 17 ans. Et il a découvert d'autres œuvres, de Tolstoï, de Balzac ou de Dickens. Balzac, d'ailleurs, on en reparlera, je pense, un petit peu plus tard avec vous, Eugénie. Et donc voilà, juste pour revenir sur Hua, donc il est né en 1960 à Hangzhou dans le Zhejiang. Il avait 6 ans lors de la révolution culturelle et cette expérience l'a profondément marqué et d'ailleurs ça se retrouve dans la plupart de ses romans, dans tout ce qu'il a écrit. Et la raison pour laquelle Hua fait partie de ce courant, donc parce qu'il a écrit des romans donc, sur la littérature cicatrice, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. C'est un courant. Alors oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un courant qui tente d'exorciser un petit peu le passé, donc qui a été marqué par des événements, notamment donc le Grand Bond en avant, les famines, la révolution culturelle, tous ces événements du début de la Chine, donc de Mao, qui a été assez difficile. Et les écrivains, pour se soigner et justement essayer de voir les aspects positifs de ces expériences aussi, se sont soignés par la littérature et notamment Hua, ce qu'il écrit en général. Donc il réside aujourd'hui à Pékin et avant d'être écrivain, comme c'est bizarre, il a été dentiste. Donc c'était certainement une vocation familiale. Donc il a été dentiste et après il s'est mis à écrire dans les années 80. C'est quelque chose qui finalement l'a toujours attiré. Et il a reçu le prix du Courrier international du meilleur livre étranger pour son roman Brothers dont je vous parlais. Donc voilà, il a été chirurgien et le sang, donc de par ses origines familiales, donc son père chirurgien et lui qui a été dentiste, est un élément qui est très récurrent dans ses romans.
Et notamment dans celui dont je vais vous parler à présent, qui est le vendeur de sang. Alors le vendeur de sang, la traduction en chinois c'est Xu Sangguan Maixie. Donc Xu Sangguan, c'est le nom du personnage, donc du protagoniste, et Maixie vend son sang. Donc le titre c'est ça à l'origine, et il a été transformé donc en le vendeur de sang tout simplement pour les lecteurs français. Pour que ce soit très appétissant. Exactement, Eugénie, exactement. Alors, donc je vous lis, parce que j'aime bien ça, pour rentrer en matière, la 4e de couverture. J'espère que ça vous donnera l'appétit. Du jour où Xu Sangguan apprend qu'on peut gagner de l'argent en vendant son sang, commence pour lui une vie nouvelle. C'est en effet à cet expédient qu'il devra son mariage, une union bientôt assombrie par la révélation de la bâtardise de son premier fils. Et c'est à cette pratique qu'il recourra ensuite, parfois au péril de sa vie, chaque fois que le destin viendra frapper les siens. Ballotté par les vicissitudes des 30 années suivant l'instauration du nouveau régime chinois, avec la mise en place des communes populaires et la révolution culturelle, les personnages s'acharnent à survivre, envers et contre tout, sous le signe du sens de l'honneur, de la piété filiale et du dévouement, malgré la misère générale. Alors, juste pour un petit peu plus vous expliquer qui est Xu Sangguan, donc c'est un ouvrier qui travaille dans une filature. Le personnage voilà, principal. Le personnage principal. Merci Eugénie pour revenir sur qui c'est, quel est son statut social. Donc il travaille dans une filature de coton. Et il va rencontrer un jour sur son chemin, alors qu'il se promène, deux hommes qui vont vendre leur sang. Et donc c'est assez drôle. Alors c'est un roman qui est empreint d'humour, hein, et ça il faut le dire. Alors l'humour qui va passer à différents degrés, c'est-à-dire qu'on va avoir de premier degré et ensuite ça va aussi être de l'humour noir. C'est aussi une façon, donc je parlais du rire, si j'ai introduit Uroi par le rire et par c'est que c'est vraiment très important dans le roman, parce que justement le rire va aussi cacher cette violence, la violence de cette époque. C'est aussi une façon d'essayer de rendre les choses... c'est pas grave, c'est difficile, mais c'est pas grave et on y va. Donc alors, cet humour, ça passe par le nom des personnages. Les enfants de Xu Sangguan et Xu Yulan, donc son épouse, c'est premier plaisir, deuxième plaisir, troisième plaisir. Donc voilà. Tout est dit. Tout est dit, exactement. Alors, Xu Yulan aussi, donc l'épouse de Xu Sangguan... Quand à peine il lui fait une remarque, elle va aller pleurer sur le perron de la porte et tout le village va s'attrouper autour d'elle. Donc c'est vraiment les croyances aussi, tout ce qui est... alors il faut que tu ailles sur le toit et que tu pleures ton père pour que ça s'arrange, pour que tout s'arrange. Donc c'est vraiment... Donc on est dans la tradition, encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'Isaci et de la tradition chinoise avec les pieds bandés. Là aussi on est encore une fois dans les traditions populaires chinoises. On est vraiment en fait on vit pendant tout ce roman avec le peuple chinois et c'est connoté d'humour. Alors cet humour donc cache aussi donc cette violence, mais c'est très intéressant et je vous le recommande vivement. Et donc en fait ce qui est beau dans ce livre, moi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi Xu Sangguan, c'est un personnage un peu quelconque, donc quelqu'un du peuple qui va quand même vendre son sang pour tout ce qu'il aime. Donc cet amour, il est spécial parce qu'il ne se voit pas comme on a pu le voir dans les livres dont on a parlé auparavant. C'est un amour qui est petit par petites touches. Et en fait, il va aller jusqu'au péril de sa vie parce que vendre son sang, il va le vendre peut-être plusieurs fois dans la semaine. Enfin, c'est vraiment des choses... Il va se rendre à bout de force, en fait. C'est un don de soi que va faire le protagoniste à sa famille, à son entourage. Et ça, c'est vrai que je trouve ça formidable. Parce que... Enfin, formidable. Formidable, c'était pas le mot, désolée. Je trouve ça plutôt très, très touchant. Et je vous recommande donc vivement ce livre. Et j'aimerais revenir sur donc, la dernière phrase de la 4e de couverture qui parle d'un roman empreint d'humanisme sur la réconciliation avec soi-même et avec le milieu naturel et humain dont on est issu. Donc voilà, c'était mes derniers mots. Donc allez-y, lisez Le Vendeur de sang et ça vous fera rire et pleurer à la fois. Et vous apprendrez beaucoup de choses sur cette période. Alors Eugénie, peut-être Oui, vous compariez, enfin vous disiez quand vous présentiez Uroi qu'il était souvent comparé à Flaubert. Et donc en cherchant des informations sur le prochain roman que je vais vous présenter, je suis tombée aussi sur Flaubert et sur cette citation
L'été, pardon, l'été est une saison qui prête au comique. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais cela est. Donc, pourquoi j'ai choisi de vous donner cette citation ? Tout simplement parce qu'elle est un peu sans explication, justement, et donc elle mêle absurde et comique, tout comme dans le roman dont je vais vous parler, Le complexe d'Oedipe, d'un écrivain chinois. Le complexe d'Oedipe, ça me fait... J'ai presque failli dire le complexe d'Oedipe. Vous allez peut-être nous en parler un petit peu bien plus sûr, dans les jeu détails. De mots le jeu de mots est volontaire, donc je peux expliquer tout de suite. L'histoire, en fait, c'est celle d'un Chinois psychanalyste, donc qui est allé pendant 11 ans se former en France en psychanalyse. Il est complètement, on peut dire qu'il est red dingue de Freud et de Lacan. C'est vraiment ses idoles sur Terre. Alors lui, il n'a pas pris n'importe qui comme idole, il faut le dire. C'est ça. Et alors, il a l'impression, il se donne pour mission. C'est un peu un anti-héros très naïf et ridicule, mais c'est là que c'est drôle, et c'est justement aussi ça que Dai Sedier, l'écrivain, revendique, c'est le fait de rire, un peu comme Yu-Hua. Après, j'aurai une citation aussi également à vous lire à ce propos. Et donc, en fait, oui, voilà, c'est un anti-héros, et lui qui se donne pour mission de propager cette psychanalyse en Chine. Donc, à travers des péripéties, et notamment, en fait, la péripétie principale, c'est que la femme qu'il aime, Volcan de la Vieille Lune, très joli prénom, est retenue prisonnière pour un crime politique. Et donc, lui, il veut essayer de la libérer, forcément. C'est un anti-héros, certes, mais héros quand même. Et donc, pour cela, il va essayer de corrompre un certain juge, le juge Di, le fameux Di. Mais celui-ci ne va pas se laisser facilement avoir. Et donc, il va lui quémander une jeune fille vierge à la place de l'argent qu'il souhaitait à l'origine lui donner. Donc, il part en quête d'une jeune fille, ce fameux psychanalyste. C'est un roman un petit peu complexe et en même temps... Un peu loufoque, non ? Ça a l'air complètement loufoque. Ça part dans tous les sens. Et alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il est psychanalyste, mais en même temps, il ne se pose pas tant de questions que ça sur le monde qui l'entoure. Il suit vraiment. À chaque fois qu'il a une piste, il y va. Et puis, alors, il y a des situations complètement absurdes. Et vous parliez de sang tout à l'heure, à un moment, dans une scène aussi, c'est très particulier, puisqu'il est ami avec une embaumeuse, donc une embaumeuse de corps morts, qui doit les maquiller, les habiller. J'espère que ce n'est pas des corps vivants. Peut-être, non, enfin pas dans ce livre en tout cas. Et donc là, en l'occurrence, il transporte un corps mort qui tombe. Enfin, c'est assez grotesque et cru aussi, un petit peu gore. Mais moi j'ai bien aimé, c'est vraiment loufoque. Justement, là, pour faire le parallèle avec Yu-Hua, c'est vrai que la façon dont Yu-Hua est écrit est très simple en fait. Et c'est cette simplicité, qui justement, cette langue qui est crue, c'est comme il disait, c'était en fait, c'est le langage populaire, et c'est percutant parce que ça colle au personnage. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver un petit peu le même lien. Dans l'ambiance en fait, on sent l'odeur du corps mort, on sent vraiment les odeurs de la rue. À un moment, il y a une description d'un groupe de touristes qui vont manger des crabes. On sent le crabe vraiment. On sent l'odeur saline. Exactement. Enfin, vraiment, on est vraiment plongé dans l'ambiance de la société chinoise contemporaine, puisque ça se déroule. Le roman a été écrit en 2003, et ça doit se dérouler à la fin des années, à la fin du siècle dernier, pardon. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que, donc, comme je le disais tout à l'heure, Dai Sedier, l'écrivain, indique lui-même qu'il a ri parfois en l'écrivant, ce livre. Et pour lui, qui est un Chinois du Sud, les gens du Sud aiment souvent bien rire ou raconter des choses plus loufoques. Alors là où c'est intéressant aussi, c'est que donc là, dans cette citation, il se considère comme un Chinois du Sud. Alors certes, c'est vrai, il est né en Chine. D'ailleurs, il a étudié en Chine l'histoire de l'art et le cinéma. Mais il est aussi un peu français, puisqu'à partir de 1984, il est parti en France et il y est resté. Et à partir de cette époque, il a commencé à écrire en français. Donc ce roman, il l'a écrit en français aussi, directement, comme un autre de ses romans dont on va parler juste après. Mais en tout cas, cette ambivalence, ça fait qu'il se positionne dans un espèce d'entre-deux culturel et linguistique qui donne à son regard à la fois un côté naïf et distant et en même temps critique, qui lui permet de jouer entre le fait qu'il n'est ni un Français natif, ni un Chinois de Chine, entre guillemets. Et il a d'ailleurs dit « Pour moi, l'essentiel est ailleurs,
Mes personnages sont entre deux civilisations et je fais partie de ces gens-là maintenant. Et c'est un peu le même thème qui revient, même si c'est moins développé, dans un autre de ses romans. Donc vous parliez tout à l'heure de Balzac. Donc qui est la petite tailleuse chinoise. C'est ça, Balzac et la petite tailleuse chinoise. Donc lui qui a été écrit en 2000 et qui a tout de suite été un best-seller, qui a été d'ailleurs écoulé à 250 000 exemplaires en France, traduit en 25 langues et adapté en film, que j'ai regardé du coup cette semaine. Et adaptation qui est quand même proche du livre. Plutôt, oui, mais après, comme j'ai lu le livre il y a un certain moment, j'ai un peu de mal peut-être à faire le rapprochement. Mais en tout cas, c'est là où c'est, encore une fois, très, comment dire, ce qu'on remarque, de la même façon que pour le complexe d'Oedipe où la culture française se mêle à la culture chinoise, on le remarque voilà, de la même manière dans Balzac et la petite tailleuse chinoise. À l'instant même où en fait on lit le titre, puisque je ne sais pas si vous y aviez pensé, mais par exemple, Balzac, donc ça fait référence à l'Occident, et petite tailleuse chinoise, donc Orient. Ensuite, homme-femme, Balzac et chinoise. Oui. Balzac, c'est un homme de lettres et à côté, petite tailleuse, donc un univers plutôt... socialement différent. Exactement, travail manuel, travail intellectuel. Donc en fait, on est tout de suite plongé dans une ambiance de contraste et de confrontation, mais en même temps qui se mélange. Et c'est un très beau roman, vraiment, donc... qui raconte l'histoire de deux jeunes garçons pendant la Révolution culturelle qui sont envoyés à la campagne pour être rééduqués. Et il s'est inspiré de sa propre histoire, donc c'est en partie autobiographique, pour écrire ce livre que je vous recommande vraiment de lire et qui vous donnera un peu un aperçu de ce qui s'est passé. Et en même temps, même si c'est une période très difficile, on ressent une certaine pointe de nostalgie, puisque les paysages, par exemple, comme on peut le voir plus facilement dans le film, sont vraiment magnifique. Mais on peut l'imaginer en le lisant. Oui, on peut l'imaginer aussi. On a plus, en général, justement, on a plus d'imagination quand on lit que quand on regarde un film. Et si on faisait une pause musicale Tout à fait, allons-y avec... une musique du film. Alors, Django, je vous expliquerai pourquoi Django Unchained de Tarantino, Quentin Tarantino.